Bonjour à tous mes élèves. Alors, on se retrouve cette semaine pour aborder la leçon numéro 2 en rapport avec les réactions immunitaires. Donc un petit rappel, la leçon précédente, on avait abordé la découverte des micro-organismes, notamment les virus et les bactéries. On a vu un petit peu leurs modalités d'action et de parasitisme. Puis on a vu aussi un certain nombre de méthodes préventives, c'est-à-dire avant une contamination, et puis des méthodes curatives, c'est-à-dire après contamination. On a vu l'action des antiseptiques et l'action des antibiotiques. Alors maintenant, cette leçon 2, eh bien on va prendre le cas où une personne est contaminée et qu'elle est entrée en phase d'infection. Je vous rappelle, la contamination, c'est lorsque les micro-organismes, virus ou bactéries, vont rentrer dans notre corps, dans le milieu intérieur, et vont commencer à se multiplier. Ça, c'est la phase d'infection. Les bactéries se multiplient dans le milieu extracellulaire, c'est-à-dire dans le sang, tous les liquides autour des cellules. Ça, c'est pour l'immense majorité des bactéries, alors que les virus sont des parasites intracellulaires, c'est-à-dire qu'ils vont plutôt rentrer à l'intérieur des cellules et pour se multiplier à l'intérieur. Et lorsqu'ils bourgeonnent, c'est-à-dire lorsqu'ils produisent des virions, des baby-virus, ça fait exploser la cellule hôte à l'intérieur de laquelle le virus s'était multiplié. Donc on va voir comment notre organisme va réagir et se défendre. Donc l'immunité, c'est un ensemble en fait de réactions de défense face à ces attaques de micro-organismes. Alors, tout d'abord, des grandes lignes. On va travailler d'abord sur une comparaison. Vous connaissez ce type de document, on parle d'examen hématologique, c'est-à-dire une comparaison de la composition du sang, notamment ce qui concerne les cellules, chez deux personnes, donc un individu en bonne santé et un individu malade, infecté. On voit trois éléments qui ont été étudiés dans le sang de ces deux patients. Les hématies sont les globules rouges, et vous voyez que bon, on en a un petit peu plus, mais c'est pas énorme. Ok, 3,57 Tera par litre, 4,35. Par contre, les leucocytes, c'est énorme. On passe de 10,96 gigas à 23,72. Donc c'est plus du double. Le nombre de leucocytes a plus que doublé lors d'une infection. Les plaquettes, c'est quasi équivalent. Donc c'est de là que les chercheurs en ont déduit que dans le sang, ça devait être donc les leucocytes qui sont les cellules qui sont à l'origine de notre défense. Donc vous devez retenir ce terme dans cette première partie de cours. Donc c'est pour ça qu'on va commencer par parler de ces leucocytes, donc de ces globules blancs. Ce sont des espèces de petites cellules qui sont des soldats qui vont nous défendre. En troisième, vous devez en connaître trois. Les cellules phagocytaires ou phagocytes, les lymphocytes B et les lymphocytes T. Donc on verra en détail le rôle de chacun. On les retrouve ici, donc les lymphocytes T, les lymphocytes B et les cellules phagocytaires ou phagocytes. On verra que chacun a une modalité d'action, une manière d'agir et de nous défendre. Alors, on va commencer à nous parler phagocytes ou cellules phagocytaires. Alors, ces cellules ont quelque chose de particulier, puisqu'elles sont capables de s'approcher, vous voyez, d'un micro-organisme, type bactérie ou virus, et de l'englober, vous voyez, au niveau de leur membrane, et ensuite de l'entourer, de l'avaler, entre guillemets, et pour le digérer. Donc vous voyez que le micro-organisme a été découpé en morceaux par rapport à ici, par exemple, et lorsqu'il a été digéré, ensuite le micro-organisme est rejeté. Vous voyez, c'est une espèce de... Ce phénomène porte le nom donc de phagocytose. Donc phago, ça veut dire manger, cytose des cellules. Donc cette cellule mange des cellules, dans ce cas-là étrangères, une bactérie, mais pas seulement, elle peut manger un virus. Et donc cette phagocytose a comme avantage donc de détruire quasi instantanément un microbe qui nous aurait contaminé. Donc si on étudie cette phagocytose dans voilà, son ensemble, donc vous avez ici l'exemple d'un petit garçon qui va aller cueillir une rose pour la donner en cadeau à sa maman.
Sauf que, regardez, sur la tige, il y a une épine. Donc, il va, à un moment donné, on a appris dans la leçon précédente que la peau est censée être une barrière naturelle du corps. Eh bien, vous voyez, l'épine va le piquer, et à la surface de cette épine, on y trouve donc des bactéries, notamment la bactérie du tétanos. Alors, il y a une lésion, donc ça veut dire que la barrière naturelle est rompue, les bactéries entrent et commencent à se diviser. Donc, il y a eu contamination, et là, il y a infection. Il se passe une réaction que vous apprendrez au lycée, on parle de réaction inflammatoire, qui va faire que, vous voyez, là on a le sang, les hématies en rouge, et les globules blancs ici. Et ces globules blancs sont, pour ce que nous allons étudier, donc des cellules phagocytaires ou des phagocytes, on les voit. Ce qu'ils vont faire, ils vont sortir de la circulation, se diriger vers le foyer infectieux, et vous voyez, donc commencer à digérer, à phagocyter les bactéries. Donc, ça c'est la première ligne de défense, qui est rapide, qui agit en quelques heures et qui pour la plupart du temps est très efficace puisqu'elle, cette première ligne de défense composée de phagocytes parvient à éliminer les premières bactéries ou les premiers virus qui auraient tenté donc de se multiplier au niveau du lieu de la lésion. Sauf que parfois ça suffit pas, on le voit bien avec ce qui se passe avec le coronavirus, et que donc soit parce que on verra le virus est rentré à l'intérieur d'une cellule et que donc les phagocytes ne peuvent pas manger une cellule du soi, donc une cellule à nous contenant à l'intérieur d'elle des virus, okay, ou parfois parce que le virus, certains virus, pas dans le cas du coronavirus, mais certains virus peuvent même tuer ces cellules-là. Ok, donc si je zoome un petit peu dans les modalités de cette phagocytose, donc voici comment ça se passe. Vous avez, je clique sur légende, vous avez ici donc d'abord une adhésion, donc un contact entre le micro-organisme et le phagocyte. Ça c'est son noyau en fait qui est plurilobé, mais c'est un seul et même noyau. Et vous voyez qu'il y a ici un phénomène d'ingestion. Et là, ces petits sacs qu'on appelle des vésicules là, de lysosome, eh bien, vont libérer des enzymes. Donc des enzymes, on a déjà appris ça dans la digestion. Ces enzymes vont découper, vont fragmenter le microbe, et au final, il est rejeté par ce phagocyte. Ok ? Donc, un phénomène, une première ligne de défense qui, la plupart du temps, est efficace. Maintenant, comme je viens de vous le dire, ça ne fonctionne pas avec tous les micro-organismes. Dans ce cas-là, il faut passer à une deuxième ligne de défense qui, cette ligne de défense fait intervenir d'autres types de leucocytes, d'autres types de globules blancs qu'on appelle les lymphocytes. Ces lymphocytes, donc, il y en a deux types. Les lymphocytes B, vous verrez au lycée, B pour bones, donc parce qu'ils sont fabriqués au niveau de la moelle osseuse, et les lymphocytes T, thymus, je vous montrerai tout à l'heure, c'est l'organe qui a permis donc de fabriquer ces lymphocytes T. Alors on va voir maintenant le rôle de chacun de ces lymphocytes. Alors tout d'abord, ce qu'ils ont de particulier, c'est qu'ils sont capables de reconnaître de manière spécifique un microbe. Donc là vous avez trois exemples de micro-organismes, le virus de la grippe, celui de la varicelle et une bactérie de la tuberculose. Tous les trois sont des micro-organismes, donc des éléments étrangers à notre corps, mais regardez, on a découvert qu'à leur surface, il y avait des molécules qui présentent des formes différentes, vous voyez, d'un micro-organisme à l'autre, symboliquement, rectangles, carrés et des sphères. En fait, ces molécules portent le nom de antigènes. Antigènes, donc, des éléments étrangers qui seront reconnus de manière spécifique par les lymphocytes. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que dans notre corps, on a un lymphocyte qui est spécifique du virus de la grippe, parce que ce lymphocyte va être capable de reconnaître cette forme triangulaire de l'antigène. Dans le cas du virus de la varicelle, vous voyez, il faudra un autre lymphocyte, pas celui du virus de la grippe, un autre qui sera capable de reconnaître la molécule en forme de carré, donc l'antigène carré. Et puis pour la bactérie de la tuberculose, c'est encore un troisième type de lymphocyte qui, lui, aura la capacité de reconnaître la forme sphérique de l'antigène. Ok ? Donc à partir de là, on s'est rendu compte donc de cette particularité qu'ont les lymphocytes de faire une reconnaissance spécifique. Alors, ces lymphocytes, où se trouvent-ils?
À la différence des phagocytes ou cellules phagocytaires que nous avons vu précédemment, les cellules phagocytaires, elles, sont dans tous les tissus du corps, c'est-à-dire dans la peau, dans les os, dans les yeux, etc. Ils sont là à sentinelle, c'est-à-dire à attendre qu'il y ait une contamination pour agir. Eux, ces lymphocytes, on les trouve dans les ganglions lymphatiques. Okay, donc les ganglions lymphatiques, ce sont des organes, regardez, qui sont présents dans des lieux stratégiques du corps. Donc les plus connus, vous connaissez tous les amygdales, ici. Donc les amygdales, c'est en fait un ganglion lymphatique. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de cet organe, bien se trouvent ces fameux lymphocytes. Mais vous voyez qu'on en trouve sous les aisselles, droite et gauche. On en trouve au niveau de l'aine, c'est-à-dire, vous voyez, quasiment l'articulation entre la jambe et l'abdomen, ici. Globalement, ils sont situés, je dirais, à des postes clés, des postes frontières. C'est-à-dire que si nous étions infectés, parce que l'on se blesse au niveau de la main, et qu'un microbe, un virus ou une bactérie tente d'atteindre les organes vitaux du corps, donc dans la tête et ici, dans le thorax ou l'abdomen, en empruntant la circulation sanguine, parce que le sang c'est l'autoroute du corps, eh bien vous voyez que ces microbes vont être contrôlés, un peu comme une douane, vont être contrôlés avant d'atteindre et de s'introduire dans cette partie vitale du corps, que ce soit bras gauche ou bras droit. On le dit actuellement avec le coronavirus, ce que nous pouvons respirer, boire, eh bien au niveau du visage, au niveau de la bouche, eh bien on a ici un centre de contrôle par le biais des ganglions que sont les amygdales. Si malheureusement on a avalé le microbe, on a énormément de ganglions au niveau de l'abdomen et notamment un énorme qui correspond à la rate. Et pareil, si vous êtes blessé au niveau des jambes, avant de pouvoir quitter les jambes et de s'introduire au niveau des organes vitaux, on a aussi des ganglions ici. Okay, donc tout à l'heure j'avais évoqué la notion de lymphocyte B, vous vous souvenez pour la moelle rouge des os, c'est ici. Donc à l'intérieur des os, il y a une moelle, et c'est là que sont fabriquées toutes les cellules du sang, mais c'est en particulier les lymphocytes B qui sont nés à l'intérieur et qui ont fait leur maturation, c'est-à-dire qu'ils sont devenus lymphocytes B ici. Le thymus, il est ici. Okay, donc à la base du cou. C'est un petit exercice où en fait on doit placer, vous voyez, les chiffres, puis après on se teste pour avoir bon. Donc le thymus, c'est là où les lymphocytes, après qu'ils aient pris naissance dans la moelle rouge, les lymphocytes T vont devenir T ici. Ils sont lymphocytes à la sortie, mais leur maturation en lymphocyte T se déroule dans le thymus. Donc ces fameux lymphocytes donc ont cette capacité de reconnaître spécifiquement l'antigène et de se multiplier. Alors ça explique beaucoup de choses. Ça va expliquer notamment que lorsqu'on a une angine, vous savez très bien que c'est douloureux, ça gonfle, et que si ça se met à gonfler, on n'arrive même plus à avaler sa salive, notre voix change, parce que ça écrase sur la trachée et l'œsophage ici. Eh bien c'est parce qu'à l'intérieur, on voit ici un ganglion, eh bien quand il est normal, regardez son volume, là c'est quand vous n'êtes pas infecté, mais lorsque vous êtes infecté, vous avez vu, il peut tripler, voire quadrupler de volume, parce que les lymphocytes à l'intérieur sont entrés dans une phase de multiplication. Donc leur nombre est en train d'augmenter et automatiquement, ça fait dilater, ça fait gonfler le ganglion qui abrite ces lymphocytes. Donc le jour où vous avez un ganglion lymphatique qui a grossi et qui est douloureux dans une zone de votre corps, c'est qu'il doit y avoir une infection. Ensuite, donc cette spécificité des lymphocytes, comment s'explique-t-elle? Tout d'abord, ce que je vais dire, c'est équivalent pour les lymphocytes T. On va utiliser les lymphocytes B, parce que c'est le plus simple. Donc voici 6 lymphocytes B, qui seraient présents dans un de nos ganglions, dans nos amygdales. Et regardez ce qu'on a découvert. Donc c'est une cellule, donc automatiquement il y a un noyau, un cytoplasme, une membrane. Mais surtout, c'est qu'à la surface de chaque lymphocyte, on voit des molécules. Ces molécules portent le nom d'anticorps. Et si vous regardez bien, chaque anticorps, regardez, a une forme différente au niveau de son extrémité. Celui-ci, vous voyez qu'il a une forme de demi-cercle, de demi-carré, de triangle, et ainsi de suite. C'est-à-dire que là, j'ai donc 6 lymphocytes
et qui sont tous différents les uns des autres et qui sont donc spécifiques d'un antigène donné, comme on disait tout à l'heure. Donc si l'antigène, vous voyez, a une forme rectangulaire, bien seul le lymphocyte qui a la forme complémentaire au niveau de son anticorps membranaire ici sera capable de le reconnaître, ok, parmi tous ces lymphocytes. Et ça, c'est ce qui va expliquer la lenteur de cette réaction. C'est-à-dire que si la phagocytose de tout à l'heure, où les cellules phagocytaires vont digérer les microbes, se fait en quelques heures, eh bien cette réaction prendra plusieurs jours. Et notamment parce qu'il faut sélectionner le bon type de lymphocyte, qui est spécifique de l'antigène qui nous a infecté. Dès qu'il y a eu cette reconnaissance spécifique entre l'anticorps membranaire et l'antigène, eh bien, ce lymphocyte va se multiplier. Vous voyez? Donc, des milliers de fois, lui-même, un clone ici de lymphocyte B, identiques les uns aux autres. Ok? Par division cellulaire qu'on appelle mitose. Et ça explique donc le gonflement du ganglion. Maintenant, après cette phase donc de multiplication, que va-t-il se passer? Eh bien, les lymphocytes vont devoir entrer en phase de réponse, puisque c'est l'objectif. Alors, je continue toujours avec les lymphocytes B. Donc la phase de réponse des lymphocytes B va être différente de la phase de réponse des lymphocytes C. Les lymphocytes B vont répondre en fabriquant ce qu'on appelle des anticorps. Alors regardez, cette étude a été faite chez une personne, enfin en l'occurrence ici c'est un animal, pardon, et cet animal a été infecté par une bactérie au temps 0, et puis sur 5 semaines, on a procédé à des analyses de son sang, et on y découvre que, vous voyez en gros la première semaine, le nombre donc d'antigènes, donc de bactéries, ne cesse d'augmenter, ok, jusqu'à atteindre donc une unité arbitraire. Et puis, à la fin de cette première semaine, le nombre d'antigènes diminue jusqu'à disparaître quasiment au bout de 5 semaines. Et vous constatez un deuxième phénomène, c'est que un peu moins d'une semaine, au bout d'un peu moins d'une semaine, on voit apparaître une nouvelle molécule dans le sang de ces animaux. Cette molécule porte le nom d'anticorps. Et vous voyez que la quantité de ces anticorps ne cesse d'augmenter jusqu'à atteindre un plateau ici et se stabiliser. Et si vous faites le lien entre les deux courbes, qu'est-ce que vous constatez? Que l'apparition des anticorps correspond exactement au moment où les antigènes diminuent. Donc on a bien une relation cause-conséquence. C'est l'apparition des anticorps qui va expliquer la diminution des antigènes dans le sang de cet animal. Donc ça veut dire que on en conclut que ce sont les anticorps qui sont responsables de la neutralisation des antigènes et donc, on va le voir, de leur disparition. Ensuite, quand on a voulu savoir donc dans les détails, eh bien on s'est rendu compte, avant que je vous présente ça, que voilà donc les anticorps, on les a vus tout à l'heure, ces espèces de molécules qui étaient à la surface des lymphocytes B, eh bien, ont été libérés par les lymphocytes B, un peu comme des missiles qui étaient sur un porte-missile. Ils ont été libérés dans le sang et tous les liquides à l'intérieur du corps, et ils sont un peu, je schématise, missiles à tête chercheuse. Ils vont retrouver le micro-organisme qui porte ces antigènes qui ont exactement la forme complémentaire de l'anticorps, et regardez, il se fixe et il le neutralise. Donc que ce soit virus ou bactérie, tant qu'il est dans le sang ou dans un liquide de l'organisme, les anticorps vont le retrouver, les anticorps vont le neutraliser et former un complexe antigène-anticorps. De là, on a déduit une chose, c'est que si vous n'aviez pas ces anticorps avant l'infection, eh bien, on dit de vous que vous êtes séronégatif. Vous voyez, c'est le trait qui est en violet ici. Donc, dans le cas de ce patient, Rémi, on voit qu'il est séronégatif pour l'hépatite B, c'est-à-dire c'est un virus qui provoque l'hépatite B, qui attaque le foie. Eh bien, on voit que cette personne est séronégative, c'est-à-dire que dans son sérum, donc un des liquides du sang, eh bien, il n'y a aucun anticorps
hépatite B, donc spécifique du virus de l'hépatite B. Donc on dit de cette personne séronégative. Par contre, chez Marc, qui lui est déclaré donc séropositif pour l'hépatite B, comment on en arrive à dire qu'il est séropositif? C'est parce que moins d'une semaine, vous voyez, 6 jours, dans son sang, on voit apparaître des anticorps qui n'étaient pas là avant, hein, des anticorps antivirus hépatite B, et dont la quantité ne cesse d'augmenter. Ok, donc on dit que cette personne est séropositive au virus de l'hépatite B. Alors souvent les gens, quand on leur dit séropositif, ils pensent au sida. Non, on peut être séropositif face à n'importe quelle pathologie, à partir du moment où dans votre sang, on y détecte la présence d'anticorps. Donc il faut toujours dire séropositif à quoi? Marc est séropositif pour l'hépatite B, on peut être séropositif pour le VIH. Ok, mais c'est cette idée que il y a une bonne et une mauvaise nouvelle en gros. C'est-à-dire que si on fait une prise de sang, là dans le cas de Marc, la mauvaise nouvelle c'est que il est infecté. Donc si notre organisme produit des anticorps contre le virus de l'hépatite B, c'est que le virus est à l'intérieur. Donc mauvaise nouvelle, on lui confirme son infection. Un peu ce qui se passe aujourd'hui avec le coronavirus par exemple. Donc on lui annonce cette mauvaise nouvelle, mais en même temps une bonne nouvelle. C'est que votre organisme est en train de se défendre. Ok ? Et que la présence de ces anticorps révèle indirectement que vous avez le virus, mais en même temps révèle que votre organisme est en phase de réponse et que vous allez bientôt guérir, en fonction du type de virus qui nous infecte bien sûr. Ok, donc si je vous montre au travers d'une animation le principe des lymphocytes B, donc vous avez l'organisme qui est entré dans le microbe est entré dans l'organisme, la fameuse contamination. À la surface du lymphocyte B, vous voyez l'anticorps avec cette forme particulière. Et vous voyez la spécificité, c'est-à-dire une reconnaissance par complémentarité entre l'anticorps du lymphocyte B et l'antigène qui est présent sur le micro-organisme. Dès que le lymphocyte a fait sa reconnaissance spécifique, deuxième étape, il se multiplie. Donc là, vous avez des milliers de lymphocytes B, tous identiques. Pour ce qui est des lymphocytes mémoire, on verra plus tard. Là, vous voyez le lymphocyte qui s'est mis à libérer ses anticorps membranaires, qui vont circuler dans le sang de l'individu et qui vont aller à la recherche de ces bactéries dont il est spécifique. Ensuite, les anticorps se fixent aux bactéries, ok, et ils les neutralisent. Alors, quand les micro-organismes ont été neutralisés, eh bien, c'est là donc que la phagocytose va de nouveau intervenir. C'est-à-dire que dans un premier temps, on a vu tout à l'heure les cellules phagocytaires capables d'agir immédiatement en tant que première ligne de défense pour manger, entre guillemets, hein, pour phagocyter les micro-organismes, mais on va les retrouver, ces phagocytes, à la fin de la réponse des lymphocytes B, lorsque les micro-organismes auront été neutralisés par les anticorps, et que là, les phagocytes vont venir de nouveau les phagocyter sans qu'il y ait aucun risque pour eux. Enfin, dernière modalité d'action, c'est l'action des lymphocytes T. Alors, je veux rappeler quelque chose que j'ai dit en introduction, c'est que les virus sont des parasites intracellulaires. On le voit ici, le virus doit rentrer dans une cellule pour contrôler, asservir la cellule et demander, enfin il lui demande pas, il oblige la cellule à fabriquer d'autres virus identiques, sauf s'il y a mutation, mais de produire comme ça des centaines de virus, ce qui provoque la mort de la cellule infectée et la production de centaines de virus nouveaux qui à leur tour vont aller infecter donc des centaines de cellules. Alors, ça veut donc dire que la modalité ici de réponse qui était de produire des anticorps qui allaient neutraliser les bactéries ou les virus, enfin dans ce cas-là les virus, eh bien les virus pourront être neutralisés tant qu'ils sont à l'extérieur de la cellule, donc ici, avant ou après. Par contre, lorsque le virus est en intracellulaire, eh bien, les anticorps ne peuvent pas y accéder. Donc, que fait l'organisme? Il fait intervenir un deuxième type de lymphocytes, qu'on appelle donc les lymphocytes T. Alors, les lymphocytes T ne sont pas des effecteurs moléculaires, comme les anticorps, mais des effecteurs cellulaires. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que un lymphocyte T,
comme avec le lymphocyte B, il réalise une reconnaissance spécifique et ensuite il se multiplie aussi et puis il devient une cellule donc très particulière, donc un lymphocyte T, capable de tuer, regardez, une cellule infectée. C'est-à-dire que le lymphocyte T va, avec ses récepteurs, là vous voyez, au niveau de sa membrane, reconnaître une cellule infectée. Et on le voit ici, une phase de reconnaissance. Et ensuite, deuxième étape, une phase de destruction. Ok. Alors, on va me dire c'est bizarre parce que le lymphocyte T se retrouve à détruire une cellule qui est quand même une cellule du soi. Je prends l'exemple concret d'une hépatite. Si vous êtes infecté par le virus de l'hépatite, ce virus va aller dans votre foie. Il va, on voit ici, hein, le virus en violet va rentrer à l'intérieur de la cellule, il va prendre son contrôle et puis il va la forcer à produire d'autres virus. Le souci, c'est que vous auriez des centaines, des milliers, des millions et des milliards de virus dans le foie, et donc ça peut provoquer le dysfonctionnement du foie. Du coup, l'idée, c'est que le lymphocyte T va aller dans le foie, et ce lymphocyte T va toucher, vous voyez, toutes les cellules du foie, et il faut que cette cellule indique, signifie au lymphocyte T qu'elle est infectée. Donc ce qu'elle fait, c'est qu'elle va présenter à sa surface, vous voyez, un petit fragment, un petit bout du virus qui l'a infecté, et elle est en train de signaler comme ça au lymphocyte T que, comme elle est infectée, bah, il vaut mieux la détruire. Donc lui, ce qu'il fait, c'est qu'effectivement, il va provoquer sa destruction. Et quel est l'intérêt? C'est que en détruisant cette cellule infectée, eh bien, on détruit tous les virus qui sont encore à l'intérieur. Et que dans tous les cas, cette cellule infectée, qui est une cellule du soi, eh bien, elle était condamnée d'une manière ou d'une autre, puisque le virus allait la détruire lors de son bourgeonnement, lorsque les virus allaient sortir. Donc, vaut mieux détruire la cellule infectée tant que les virus sont encore à l'intérieur, que dans tous les cas, je vous dis, elle est condamnée. Voilà. Donc, le bilan de ce que je viens de vous apprendre, c'est que, je vous le montre ici, lorsque nous sommes donc contaminés puis infectés, eh bien, première ligne de défense, des phagocytes vont venir pour essayer de phagocyter, donc de manger les virus ou les bactéries. S'ils n'y parviennent pas, on fait intervenir la deuxième ligne de défense, qui est plus spécifique, avec notamment les lymphocytes B qui ont des anticorps pour pouvoir reconnaître spécifiquement le micro-organisme, pour libérer lors de la phase de réponse des anticorps qui vont circuler dans le sang, entre autres, qui vont aller ensuite reconnaître le micro-organisme, le neutraliser, et qu'ensuite un phagocyte pourra venir le digérer. Et puis on a ensuite la dernière ligne, celle qui fait intervenir les lymphocytes T, et là les lymphocytes T vont plutôt se charger de détruire la cellule infectée avant qu'elle ne libère les virus. Donc en gros, si le micro-organisme est dans le sang, eh bien les anticorps suffisent à le neutraliser. Et si le micro-organisme est rentré dans une cellule en position intracellulaire, eh bien ce seront les lymphocytes T qui vont se charger de sa neutralisation. Ok, donc j'espère que vous avez compris. Je vous ai mis sur ce diaporama dynamique que vous aurez en ligne des liens pour voir des animations flash, pour voir des vidéos, vous pouvez revoir mes illustrations. Ok, et ensuite je vous ai mis des exercices sur Pronote pour pouvoir vous évaluer, vous tester et ainsi vérifier si vous avez compris ce cours. Voilà, merci de votre attention, bon courage, à bientôt.